prendre 2 minutes pour dire il y a beaucoup des anciens, beaucoup d'amis en fait. Pour moi, j'ai des amis ici dans cette salle, des gens avec qui je commençais l'histoire des sciences. Et, donc, comme on va parler de Haller, qui est un scientifique alchimiste dans l'industrie chimique, je vais rappeler que nous avons commencé avec des personnes qui font l'histoire de la chimie. Et je vois ici, parmi les plus anciens, je vois Bernadette Vincent, que la plupart vous connaissez, qui est l'historien de la chimie, mais qui a fait beaucoup d'autres choses. Elle a travaillé beaucoup sur les matériaux, qui est maintenant son sujet son domaine de recherche. Et donc ici, elle était présidente, je vous parle de 2009, assez loin, la présidente du club d'histoire de la chimie qu'elle a fondé, qu'elle a créé. Et nous étions donc un petit cercle des jeunes, des plus jeunes, de l'histoire de la chimie. Donc ça a commencé ici, à l'OSPCI. Et nous allons parler donc des chimistes alsaciens d'aujourd'hui. Et je me rappelle très bien que, vous voyez, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sont écrites sur les chimistes alsaciens, mais je me souviens très bien qu'à cette époque-là, le sujet n'était pas du tout traité. Et je me souviens que c'était autour d'un restaurant. Il y avait notamment aussi Georges Bach, qui est beaucoup constitué, et que l'idée est lancée, et on s'est dit, et si on faisait un colloque sur les chimistes alsaciens? Et ça s'est passé, ce sont des actes, le colloque de 2009. Donc voilà les liens de, comment dire, la jeunesse un peu de l'histoire, parce que l'histoire évolue aussi. Je disais que quand j'ai commencé ici il y a 25 ans, le thème l'alchimie d'Alsace n'existait pas en histoire. C'était pas traité, ou en tout cas pas aussi traité par les historiens. Donc, c'est aussi l'histoire évolue et nous avons beaucoup plus de. On peut commencer, je ne sais pas si bon. C'était bon, alors peut-être que nous avons le plaisir d'avoir le peut-être, vous voulez dire un mot pour je pense. On parle des chimistes avec une histoire aussi très liée avec une débat. Donc c'est toute cette création qui est complètement spéciale, aussi intéressante. Donc je suis là pour écouter ça. Et merci d'avoir rendu présent. Donc nous avons organisé cette soirée à l'occasion de la parution, de la sortie de ce petit livre très joli, et qui est très dense aussi. Et nous avons le plaisir. Et nous avons le plaisir d'avoir ce soir M. Eric Langlinet, l'auteur, qui est avec nous. Présenter le livre pour nous dire un peu le parcours pour arriver à cette réalisation. Je voulais dire que dans la salle, je suis très contente aussi d'avoir avec nous de voir M. Patrice Brett, qui est beaucoup de choses, mais entre autres, il est secrétaire général du CPHS, le Comité des travaux historiques et scientifiques. Et il a beaucoup aidé pour que cette réalisation soit éditeur, en fait, devienne une réalité. Je salue dans la salle plusieurs personnes de la famille d'Albin Haller. Moi, je l'apprends pour la première fois parce que quand les transferts des archives ont été faits ici, je ne savais pas.
ici, bon, je ne vais pas vous prouver. Donc, ils font l'honneur aujourd'hui d'être avec nous. Et je vous remercie. Voilà. Voilà. Et donc, monsieur Lambinet qui va nous présenter son livre. Et puis, nous avons Étienne Bartel, qui est chercheur, directeur de recherche au CNRS, Suisse. Il est chercheur au laboratoire SIM, ça veut dire Sciences et Ingénierie de la matière moelle. Donc, nous avons un chimiste. On aura le regard d'un chimiste sur quelque chose qui concerne la chimie qui est traitée par un chimiste. J'ai oublié de dire, Eric, que tu es un spécialiste de chimie, de l'histoire de la chimie, et tu as fait ta thèse, j'ai l'histoire, et tu as fait ta thèse sur l'industrie chimique, notamment l'histoire de l'industrie chimique depuis la précéditation entre 1900 et 1930. Donc, on ne peut pas avoir mieux. Eric, pour nous parler sur ce sujet. Merci Catherine. La conférence que je propose reprend le titre du livre, Albin Allaire, Sciences et Industrie. De mon côté, j'adresse quelques remerciements. Remerciements au directeur de remerciements au directeur de l'ESPCI Paris PSL, Vincent Pontet, monsieur le directeur de la recherche, Constantin Platon, à Catherine Kounix, bien sûr. Remerciements spéciaux pour à Dominique Mallet et à sa sœur, et bien sûr à Marguerite Mallet qui a vraiment joué un rôle essentiel, et à la famille Mallet qui a hérité, conservé les manuscrits et notamment le journal intime d'Albin Allaire, une page par jour de 1915 à 1925, et évidemment c'est une source qui est extrêmement précieuse, sans compter des photos. Et puis merci à tous ceux qui sont venus, certains amis, compagnons de longue date, notamment Hervé Joly et Patrice Bray, qui ont aussi participé activement à l'apparition de ce manuscrit. Alors, il y a toujours un écueil, une ambition et certainement un orgueil à vouloir faire une biographie qui est à la fois le genre historique le plus couru, et en même temps, ce qu'on pourrait dire, c'est le genre impossible, puisqu'il me semble bien malaisé de vouloir retracer ce qu'a pu être la vie d'un homme. Alors, le premier réflexe de ceux qui se sont intéressés à Albin Allaire, et je ne suis pas le premier, il y a eu d'autres historiens, et notamment, je pense à Laurent Rollet à Nancy, qui avait participé avec Françoise Birk au dictionnaire des enseignants de la faculté de Nancy. La première chose est d'aller aux archives nationales et de sortir le dossier universitaire d'Albin Allaire. Alors, quand on sort le dossier universitaire d'Albin Allaire, il y a une certaine émotion. C'est un dossier qui est assez volumineux, qui fait 5 à 6 cm d'épaisseur, et en même temps, et on se demande, eh bien, donc, voilà en quoi tient la vie d'un universitaire, et pas tout à fait n'importe quel universitaire, puisqu'il a été professeur à la Sorbonne, et il a été également académicien des sciences, dirigé l'Académie des sciences en 1922-23. Alors, dans ce dossier, il y a quand même quelques pépites, et on va peut-être passer à la deuxième diapositive, un certain nombre de lettres. Et les lettres sont importantes parce que ce sont des lettres qui sont au ministère de l'Instruction publique. Première lettre de plusieurs chimistes, Trost, Schutzenberger, Charles Friedel, Armand Gauthier, Henri Moissan, pour l'obtention de sa Légion d'honneur. Mais aussi deuxième lettre de Charles Friedel, Henri Paracarvet, là aussi Paul Schutzenberger. Et ces universitaires mettent en avant son rôle. Et son fait d'armes en 1894, c'est deux choses: la participation à la création de l'Institut chimique de Nancy, et d'un autre côté, eh bien, le fait qu'il a été le rapporteur à l'exposition internationale et universelle de Chicago en 1893. Et pour moi, c'est très intéressant parce que ça nous montre déjà un homme dont ce que certains appellent la première mondialisation, à mon avis plutôt déjà la deuxième,
d'un homme qui est certainement alsacien, mais un homme qui, alors l'Alsace, bien sûr, Nancy, mais déjà Chicago et puis d'autres endroits. Alors, dans ces lettres, il y a quand même quelques passages, dans ces courriers, il y a quelques passages croustillants. La lettre du préfet, notamment au ministère de l'Instruction publique, M. Albin Allaire est républicain. Son beau-père, l'honorable docteur Colmont, conseiller général pour le canton de Longuyon, a toujours été un de nos plus veillants d'amis dont il partage les convictions. Donc en 1894, évidemment, la question de la République est quand même encore posée, même si le ralliement a eu lieu. La Légion d'honneur en tant que chevalier est décrochée en 1894, officier en 1900, commandeur en 1911. Et finalement, le dossier universitaire nous permet d'appréhender la vie d'un homme, mais nous permet de l'appréhender d'une certaine façon. Et évidemment, le plus simple est de recommencer par la carrière universitaire. Regardez, on voit qu'il est chef de travaux en novembre 1876, agrégation de pharmacie sur concours en 1878, maître de conférence à la faculté des sciences en 1979, professeur de chimie, directeur de l'Institut chimique de Nancy, une première carrière, on va dire, nancéenne et lorraine, l'élection à la Sorbonne de la faculté des sciences, académicien des sciences, directeur de l'école municipale physique et chimie industrielle, président de l'académie des sciences. Donc on a un cursus honorum, un cursus des honneurs qui est déroulé, qui est très linéaire et qui en même temps montre un succès exemplaire, parce que tout le monde ne finit pas professeur à la Sorbonne et ne dirige pas l'Académie des sciences, mais qui finalement laisse peu d'aspérité et permet assez peu de comprendre quel est l'homme. Alors, si on veut comprendre quel est l'homme, et ça sera ma première entreprise, c'est de dire, essayer de voir un peu quels sont les rapports du recteur. Parce que le recteur donne son avis, alors sans doute, peut-être par directeur de la faculté des sciences, et il donne son avis, et cet avis vous fera peut-être penser à un certain nombre de choses. 1891, avis du recteur, Albin Allaire vit surtout dans son laboratoire. Première chose. Deuxième chose, deuxième avis, et c'est très tôt, 1893, mais déjà dès 1878, désire une chaire à Paris. Donc on sent bien à Nancy que Albin Allaire est ici, mais qu'il aimerait bien partir. Et évidemment, il aimerait bien partir. Ça lui a été refusé une première fois, parce qu'il est agrégé de pharmacie en 1878, et non, on transfère à la faculté de Paris, qui lui est refusé. On lui dit, vous êtes agrégé à Nancy, vous n'êtes pas agrégé à Paris, donc vous restez à Nancy. Donc vous voyez, Allaire, que l'on présente comme nancéen, et qui est alsacien basé à Nancy, fait des tentatives pour aller à Paris, et il échoue, mais il ne désespère pas. Alors, le morceau, pour appréhender l'homme, Allaire, je pense qu'il y a deux choses avant qu'on passe à un objet plus intellectuel. Est-ce qu'on pourrait avoir donc, les cartes d'abord. Alors, d'abord, c'est un homme, c'est un Alsacien. On voit sur la carte de gauche la vallée de la Thur. Donc, vous voyez Wiville, qui est la ville de Thann, et puis on remonte vers Pèlerine, qui est son lieu de naissance, les Servines, où il va être apprenti pharmacien. Et puis la seconde carte, c'est la seconde carte des propriétés Allaire et sa femme. Entre Longuyon et Remenoncourt, on est vraiment à la frontière avec le Luxembourg, la Belgique, donc on a vraiment un homme de la frontière. Alors, appréhender, à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, alors c'est pas très surprenant pour un homme de cette dimension, c'est un caractère. Alors, le journal nous permet de déceler ce caractère. Est-ce qu'il est, finalement, on parle sans contrainte, ou presque sans contrainte? Parce que le journal, ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, ça, c'est autre chose. 1916, il s'interroge sur l'école de chimie de Rouen qui a du mal. Décidément, les Rouennais ont l'esprit étroit et continueront à croupir dans leur empirisme. 1915, à propos des méridionaux, population nonchalante du Midi. Et puis, enfin, janvier 1924, une certaine colère par rapport à ces trois personnages, Herriot, Panvé, Blum, trois Normaliens qui mènent la danse
et qu'il qualifie d'un qualificatif peu amène. Toujours les mêmes hurluberlus, Herriot, Palmvé, Bloom, trois normaliens avec les anciens lauriers de Jaurès empêchent de dormir, qui mène la danse, Poincaré sera ce livre. Alors, Aller est un caractère dans une époque où je pense où il faut du caractère, notamment durant la Première Guerre mondiale, et il y a une ascension qui est une ascension de quelqu'un qui est fils de menuisier, une famille très nombreuse, 11 enfants. On va passer à la slide suivante, si c'est possible. On a une appréhension de l'avenir et elle est intéressante. Pharmacien, aide-pharmacien à l'âge de 16 ans, orphelin, donc il faut quand même à un moment prendre les choses en main. Il est né en 1849, donc orphelin assez tôt. Et puis aide-pharmacien à 16 ans et s'engage dans l'armée comme aide-pharmacien en 1870. Alors là, on a une première photo en 1880, et donc on va dire, c'est quasiment le premier à l'air. Des photos, on peut dire ce que l'on veut, mais il y a quand même une certaine force qui se dégage. Et il y a quelque chose qu'il faut appréhender, c'est le fait que Haller se présente toujours de trois quarts. Son œil gauche ayant été blessé dans un accident de laboratoire, et il a perdu son œil. Donc, Haller est mort, hein, disons les choses comme il est. Et on voit les différentes photos. Alors, je pense qu'on peut regarder les différentes photos au fur et à mesure, et je vais les commenter. Et c'est intéressant de voir un peu. Alors là, c'est une photo d'Haller et de ses frères aux États-Unis. On n'est pas tout à fait rare pour des Alsaciens ou de regagner la France de l'intérieur, comme disent les Alsaciens, ou d'immigrer, tant l'Alsace est un pays où on a une surcharge démographique et où finalement la terre ne peut pas porter autant d'enfants que ça. Et donc les frères Haller vont certains passer par Montevideo et après regagner les États-Unis. Donc sur les frères, il y a deux frères avec lesquels ils posent à l'occasion de l'exposition internationale universelle. Je crois qu'ils les rencontrent à New York. On va voir la suivante. Là, c'est une photo. La suivante, en 1899, au mariage de Léonie, où il est en Alsace. Il a un laissez-passer qui est un laissez-passer de quelques jours pour pouvoir aller en Allemagne, en général de 2 ou 3 jours. Donc une noce de l'époque. On passe à la suivante. Là, une photo où déjà Haller apparaît plus marquée à une cinquantaine d'années. Alors, je suis incapable de dater exactement la photo, mais on sait qu'Henri Poincaré est décédé en 1907, donc peut-être début du XXe siècle, peut-être avant. Et Haller dans son laboratoire vers 1900 avec son petit canot. On va voir la suivante. Alors celle-là, c'est vraiment la photo qui, moi, me touche le plus pour des raisons qui sont des raisons évidemment historiques et des raisons de date. Il est à Longuillon le 21 mai 1914, sa femme Lucie, sa fille, le bébé. Un peu en arrière, avec une cravate assis, son fils qui s'engagera plus tard dans l'aviation, il sera malheureusement tué. Mais disons les choses, ce sont les derniers moments de bonheur avant la catastrophe. Et voilà. Alors, une fois qu'on a appréhendé le personnage dans sa dimension physique, Albin Haller, c'est certainement un homme assez fort, un caractère, 1m67-68 qui est une assez bonne taille pour l'époque. Revenons au thème principal. Comment il conçoit les rapports de la science et de l'industrie dans une carrière qui n'est pas linéaire? Je vais prendre 3 axes. Le premier, c'est la création et la direction, la direction et la transformation d'institutions d'enseignement et de recherche. Le suivant, peut-être. Créer, diriger, transformer des institutions, Institut chimique de Nancy, École municipale de physique et de chimie industrielle de Paris. Et puis troisième, l'Institut du pétrole. Alors la reconstitution, c'est-à-dire la francisation de l'Université de Strasbourg en 1919 et la création de l'Institut du pétrole. Ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a des configurations. C'est-à-dire que Haller, il réussit, parfois il échoue, mais il est dans des configurations qui sont plus vastes. Deuxième point sur le laboratoire et l'industrie.
Et troisième point sur l'académicien des sciences. Alors, on va peut-être quand même passer à la suivante. Ce qui fait le renom d'Aller dans les années 1887-1900, c'est la création d'un institut chimique à Nancy. Et cet institut chimique est un institut qui apparaît comme moderne et de renom. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que le dossier universitaire nous donne des choses. Et ce que nous a appris l'histoire des sciences, c'est vraiment qu'il faut étudier autant l'échec que la réussite. Et finalement, l'échec est peut-être plus intéressant. Alors, dans son dossier, on voit que dès les années 1878-79, il demande d'aller en Allemagne pour étudier les institutions universitaires. Le ministère lui dit, écoutez, il y a des rapports, monsieur Aller, vous n'avez pas besoin d'aller en Allemagne. Restez à Nancy, etc. Et finalement, c'est la rencontre avec deux hommes, Ernest Bichat, qui est professeur à la faculté, qui est doyen de la faculté des sciences, qui est un républicain convaincu, d'une part, et puis deuxièmement, Ernest Bichat, deuxièmement, Louis Viard, qui est recteur de l'Université de Paris, et les deux sont normaliens, se connaissent, sont amis. Et finalement, quand Louis Viard revient d'Allemagne, il a une conversation avec Bichat à Nancy sur l'ampleur des créations allemandes universitaires ou de recherche. Et finalement, l'idée d'une création d'un institut chimique avec des laboratoires, avec des salles de cours, avec aussi une bibliothèque qui soit très fournie, fait son idée chez Viard et chez Bichat. Autrement dit, il serait inexact de comprendre Aller comme un homme seul qui agit, c'est un homme seul qui agit dans une configuration. Et finalement, ce qui va faire son succès, c'est que l'État verse 500 000 francs, à condition que les assemblées locales, et plus spécialement la ville, acceptent de contribuer à la même hauteur. Donc se constitue déjà une liaison entre l'État et la ville de Nancy. L'État construit un laboratoire de 80 places. Il est ouvert en 1889. Aller en nommé directeur en 1890 et il inaugurait en 1892. Slide suivante. Ça va bien marcher. Alors cette photo, elle est intéressante. Et la photo suivante, c'est deux photos qui sont intéressantes et que j'aime beaucoup. C'est que l'Institut chimique est inauguré par le président de la République, Sadi Carnot. Alors Sadi Carnot était un président qui était un président voyageur. Hein. La République, bien sûr, les actes constitutionnels, c'est 1875, mais les présidents voyagent, particulièrement Sadi Carnot. Et l'Institut chimique est inauguré en grand nombre par Sadi Carnot. La slide suivante est aussi intéressante. Alors, on voit qu'on a un monument qui est dédié à l'Université de Nancy. Et si on creuse un peu, eh bien, c'est un événement qui est un événement international, puisqu'il y a des délégations. Alors, il y a des délégations de pays amis, c'est-à-dire par exemple la Belgique, les Anglais. Et il y a aussi un fait qui me tient à cœur, c'est que les Tchèques envoient une délégation. Et cette délégation, c'est une délégation de Sopol, c'est-à-dire finalement une société de gymnastique patriote, plus ou moins militaire, qui voyage incognito. Et quand ils arrivent à Nancy, eh bien, ils dévoilent leur costume. Donc on est bien d'accord, c'est une manifestation qui est nationale et patriotique. Et donc on est créé à Nancy un institut de recherche et un institut qui a une ampleur nationale, sans doute l'un des plus importants, ou au moins le plus neuf, le plus nouveau de cette époque. Puis après, il y a un troisième angle, ou un troisième point au triangle. Le troisième point au triangle, alors là, on voit Aller, alors on le distingue, hein, la photo est floue, on distingue Bichat qui est au centre, et je pense que c'est encore Aller sur le côté à gauche, barbu. Alors c'est un peu symbolique parce que Aller est effacé, et en même temps, 1889, il commence à penser à son élection à la Sorbonne. Donc c'est sans doute sa dernière rentrée. On peut passer à la suivante. Et le troisième point du triangle, c'est l'empreinte de Sopol. C'est-à-dire que Solvay a une soudière à Dombasle est un groupe belge
qui a investi en Lorraine et qui, en même temps, a envie de faire œuvre patriotique et de ne pas passer pour un groupe étranger. C'est-à-dire que dans une époque où on est dans l'affaire Dreyfus, dans une époque où on a des incidents avec l'Allemagne, l'affaire Schneider, etc., ils ne veulent pas passer par un groupe étranger et en même temps s'intéressent bien sûr à la science. Et donc, Fondation Solvay lève de 100 000 francs pour la création de l'Institut électronique. Si on va à Nancy, on voit ça immédiatement. Donc, qu'est-ce qui se constitue à Nancy? Il se constitue un triangle. Triangle, c'est l'État, les pouvoirs publics, la commune, le département et une fondation privée. Et le succès d'Allaire, et j'ai envie de dire d'Allaire et de Bichat, et peut-être de Liard, c'est d'avoir lié ces trois composants. Alors, quand il arrive à Paris, qui est élu fin 1899, fin 1899, eh bien, les choses, je pense que je me suis trompé dans mes slides, mais en 1899, eh bien, Allaire, il est très content. Allaire, qu'est-ce qu'il dit au conseil de la faculté des professeurs en janvier 1902? Il vient d'être élu. Hein. Il dit, bien, je manque de livres. J'avais 5 fois plus de crédit à Nancy, donc je trouve qu'on est fort démuni à la Sorbonne et que je manque de moyens. Donc on voit bien le caractère. Et puis en même temps, alors peut-être il y a hein, en même temps, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur un certain nombre de choses et on va voir ça. Alors, à Paris, les choses se passent un peu, les choses se passent pas très très bien, mais en même temps, Allaire a cette facilité à faire des translations. C'est-à-dire que la place se libère à l'école de physique et de chimie industrielle en 1905. Donc ça permet à Allaire de reprendre un laboratoire, de reprendre des fonctions. Si j'étais un petit peu dur, je le dirais, ça lui permet de reprendre aussi un appartement de fonction dans le quartier latin, pas très loin de la Sorbonne, et ça lui permet de cumuler un certain nombre de crédits, et crédits pour la science. Et en même temps, eh bien, il n'est pas forcément. Alors, j'ai dû me tromper, essayer de progresser un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Alors, là, on a deux photos de l'école municipale de physique et de chimie industrielle. Ce sont des photos qui sont posées, évidemment. Hein. Mais en même temps, quand on cherche un peu dans les archives ou dans les revues, eh ben, le constat sur l'école de physique et de chimie industrielle est loin d'être glorieux. Notre collègue, M. Pilet et moi avons visité il y a quelques temps l'école de physique et de chimie. Nous avons été navrés de l'état de délabrement des laboratoires, de qui les élèves passent à travers le parquet, leur tête n'est pas à l'abri de la prise. Donc, finalement, l'école municipale apparaît comme une école. Certes, il y a des laboratoires, mais en même temps, cette école n'apparaît pas comme une école extrêmement moderne. On progresse un petit peu. Alors, deuxième rue, hein, à l'intérieur de l'école, c'était Catherine Pounelis qui a attiré mon attention sur cette photo. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est qu'à Paris, on voit bien que Allaire, il va avoir du mal à recréer des choses parce que Allaire aurait souhaité qu'il y ait un déménagement de l'école, notamment sur les fortifications qui vont être libérées. Et ce projet ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'Allaire, il n'arrive jamais à trouver les fonds pour faire déménager l'école. Et finalement, les travaux de reconstruction de l'école, d'aménagement de l'école se font en 23, 24, 25. Deuxième chose, il souhaite une chaire de chimie des colorants en 1919. Il ne trouve pas l'argent. Donc vous voyez, la volonté d'un seul homme ne peut pas faire en sorte qu'il y ait des projets de modernisation. Par contre, à Strasbourg, ça se passe beaucoup mieux. Est-ce qu'à Strasbourg, en 1919, il dispose du soutien de l'État? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'État décide de franciser la faculté de Strasbourg. Alors, franciser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on dit aux collègues allemands, vous rentrez à la maison. Quand bien même, vous savez là depuis longtemps. Vous rentrez chez vous, on garde les collections, mais on va refaire un enseignement en français. Et Allaire, ainsi que 6 collègues alsaciens, et le ministère de l'Instruction publique est assez fin pour nommer les techniciens, dit, eh bien, c'est vous qui allez choisir quels sont les maîtres de conférences et les professeurs qui vont être nommés.
Donc là, il y a succès. Et il y a succès aussi dans la création de l'Institut français du pétrole, l'Institut du pétrole, pardon, en 1924 à Strasbourg. Mais, voilà, il y a le soutien de l'État. Ce n'est pas simplement Aller, c'est au moins une partie du triangle qui se rejoue. Donc, si on est très honnête avec Aller, Aller est réussi quand il est dans des configurations. C'est-à-dire à Nancy, soutien du département, soutien de la mairie, puis soutien de Solvay, ça marche. À Paris, moins bien. Beaucoup plus de difficultés à trouver des fonds auprès des industriels. Et à Strasbourg, ça se rejoue quand il y a une notion de puissance d'État qui fait que Strasbourg n'est pas une ville comme ça. Alors, revenons un petit peu en arrière. On peut revenir en arrière sur une explication universelle. Oui, voilà. Alors, la question de Haller qui va se poser, c'est aussi la question qui va se poser sur la question du laboratoire et de la pratique industrielle. Alors, d'autres que moi ont travaillé sur l'influence du laboratoire et le fait que Haller, alors là, c'est là qu'on voit que on est bien trompé. Autant pour moi. Donc, Haller, il publie le rapport de l'exposition internationale et universelle de Paris en 1900, et ce rapport apparaît comme un classique de la littérature scientifique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, premièrement, pour moi, c'est un classique parce que c'est quelqu'un qui va définir ce qu'est l'industrie chimique. Et elle dit l'industrie chimique, ce n'est pas simplement les entreprises, c'est les associations professionnelles, notamment telles qu'elles sont en Allemagne. C'est aussi les entreprises, mais avec leurs voyageurs de commerce. C'est aussi les associations scientifiques. Donc, l'industrie chimique pour Haller, c'est une configuration, c'est un ensemble, on dirait écosystème maintenant, mais c'est un ensemble de partenaires qui dépassent les entreprises et bien sûr le rôle de l'État. Donc là, lui, il arrive à penser l'industrie chimique. En même temps, il dit que notre grand retard et se joue sur le laboratoire. Est-ce qu'il n'y avait pas de laboratoire en France? Ça serait faux de le dire. Ils n'ont pas la puissance. Alors, regarde, ils n'ont pas la puissance qu'ils peuvent avoir en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, un professeur d'université est à l'université le matin, Fritz Haber, et l'après-midi travaille chez BASF. Ça, Haller, il n'a pas cette connexion. Mais il n'est pas inerte. Passons un peu sur la slide suivante. Et alors, regardons, on va lire un petit peu. Haller est capable de charger et d'être extrêmement brutal. Quand on est prof à la Sorbonne, ça aide. Le fait que l'État, dispensateur de la science, aboutit finalement à l'uniformité de la cité qui n'est jamais levée. Par la force des choses, il devient le prénom de haute personnalité, Arsenault Berthelot pour pas allumer, scientifique et on est de très bien système. Ce système, dont ils ont reconnu et préconisé l'excellence, ils sont portés à le défendre contre les nouveaux conservatismes de l'université française, qui bat l'embâche et dénonce les grandes fautes des fils. Tel grand monde arrive à rajouter la chimie, telle autre physique. Par exemple, à faire de son domaine de la littérature et de la finance. C'est l'histoire de toute la vie. Et finalement, Haller, il refait un pas de côté, il dit la science, elle doit être décentralisée. Nancy doit avoir son Strasbourg aussi, en fonction particulière. Alors, on serait tenté de dire un classique, une très grande force de conviction, mais en même temps, alors, encore un peu, voilà. Alors, revenons à cette lettre que je pense avoir trouvée ici, hein, spécialisée par les têtes. C'est une lettre de Charles Lotte, qui est l'ancien directeur et qui dirige la Société anonyme de matières colorantes, une grande compagnie. Et cette lettre, quand je l'ai lue, ça m'a un peu secoué. Alors, disons pourquoi. Il interroge Haller, il lui écrit, et vous allez voir, c'est pas bien pour vous. Dans une de nos dernières conversations, vous m'avez laissé entrevoir que vous trouviez notre organisation à Saint-Denis très définitive. Comme moi-même, je cherche à améliorer notre fonctionnement, je vous serais reconnaissant de dire comment vous, personnellement, vous auriez à la modifier sans grande dépense.
Je voudrais notamment savoir si avec la connaissance que vous avez de concurrents allemands, vous avez la possibilité de trouver pour nous des renseignements applicables à leur propre organisation dans l'état de fuite. Donc la première chose, c'est que moi, ce qui me semble, c'est que le rapport d'Alban Aller, il n'infuse pas. C'est-à-dire qu'à l'air, il dit les Allemands sont organisés avec un conseiller scientifique, un conseiller commercial, un voyageur de bord et un industriel. Donc en permanence, les 3 ou 4 discutent. Et ce qui est écrit dans le rapport, et la fin est stupéfiante. Il n'est pas question, dans mon esprit, de créer des laboratoires de recherche. Ce que j'avais dans cette voie de tenter la guerre nous a coûté cher, nous a rapporté si peu. J'ai chômé pour ça dans toute nouvelle politique. Donc ça veut dire qu'en 1907, l'un des directeurs d'une des grandes industries françaises de chimie organique dit pas de recherche, ou une recherche empirique, peut-être pour les colorants, on ajoute un certain nombre de choses, peut-être qu'on va copier des choses allemandes, mais pas de recherche. Et donc, finalement, on voit que ce que dit Aller, quand même plus sur quelque chose. Voyons un peu. Voilà. Alors, Aller, il y a son dossier scientifique et il y a la réalité. Et Aller, c'est quand même quelqu'un qui fait des recherches. C'est-à-dire que peut-être qu'il est accompagné par des industriels qui le subventionnent, mais on retrouve des dépôts de brevets, des clics achetés, c'est pas quelqu'un qui reste. C'est-à-dire qu'il a une pratique scientifique de recherche sur le camphre, et en même temps, il a une pratique personnelle. Mais cette pratique personnelle, elle ne peut pas figurer dans ce dossier, parce que c'est une pratique mercantile. Donc, en 1899, il dépose une démarche la même société pour un parfum. En 1902, il s'intéresse aux racines et feuilles d'Oga, dit aussi Iboga, qui sont proches, produiraient un débouché proche de la cocaïne. Et en même temps, il participe à la mise au point du procédé industriel sur le camphre et décide, avec Georges Fraisse, qui est un de ses anciens élèves, de le vendre parce qu'ils ne peuvent pas le mettre au point industriellement. Donc ils disent, nous n'avons pas les capitaux, en France et en Alsace, donc on va le vendre. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une pratique industrielle. Il cherche. Est-ce qu'il reçoit des fonds dans son laboratoire? Peut-être, j'en ai pas la preuve. Mais Aller, c'est un homme, alors j'ai montré sa force de conviction, c'est un homme qui est aussi d'une très grande souplesse. C'est vraiment quelqu'un qui sait négocier, et autant il se fait l'avocat de la science de laboratoire, du progrès de laboratoire, en même temps, selon les assemblées, regardons ce qu'il nous dit à la Chambre syndicale des produits chimiques. Les uns voudraient donc qu'à tous ces degrés, cet enseignement fût exclusivement pratique. D'autres, au contraire, restent les défenseurs convaincus et persévérants de la haute culture, pour elle-même, sans aucune préoccupation différente. Il est favorable parce que l'homme de science protège par un de ses brevets ou découvertes, mais cependant, il devrait être en lice pour réaliser lui-même son invention. Donc, vous voyez, Aller est capable d'avoir des positions un peu différentes selon les assemblées ou lieux, défenseur d'une science appliquée et en même temps défenseur d'une science. Concluons cette deuxième partie. Aller est un homme qui a un très grand pragmatisme encore alors évidemment avocat du développement des laboratoires, avocat du développement de la recherche, praticien lui-même, et en même temps, à mon avis, assez conscient du fait que l'industrie française n'a pas assez de capitaux pour investir. Alors, dernière chose, on passe à la dernière partie, qui va bien. Un scientifique en guerre, 1914-1918, et puis peut-être, alors je peut-être à la suivante, l'académicien, alors en tant qu'académicien des sciences, et là encore une fois, je remercie Patrice Bray pour m'avoir guidé dans les archives de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences doit se prononcer sur le fait d'exclure un certain nombre de correspondants allemands qui ont publié un manifeste. Le manifeste des 93, où 93 personnes de haut niveau, Wilhelm Oswald, qui est prix Nobel de chimie en 1909, Paul Ehrlich, prix Nobel de médecine en 1910, indiquent
il n'est pas vrai que l'Allemagne ait provoqué la guerre. Il n'est pas vrai que nous avons criminellement euh, euh, violé la neutralité de la Belgique. Il n'est pas vrai que nous fassions la guerre au Belgique. Et donc, à l'Académie des sciences, on se dit, peut-on vraiment garder ces gens-là comme correspondants? Faut-il au contraire les exclure? Et Allaire, encore une fois, se demande est-ce que c'est vraiment raisonnable, et on voit bien. Au comité secret, on a eu le rapport sur l'exclusion des correspondants qui ont aussi des magnifiques intellectuels allemands. Et je vais à la fin. L'Académie doit en effet garder sa sérénité, jamais utiliser de représailles, comme c'est certainement on nous voit l'adoption du texte de la Commission, 22 voix pour et 7 contre, dont la mienne. Il n'est pas, à cette époque, très enclin à exclure les membres allemands en disant, eh bien, c'est pas de ça, c'est pas de ça dont il s'agit. Même pragmatisme, alors un peu différent en termes de guerre des gaz. Dévoilement de la chimie, bien sûr, mais alors là, c'est au nom du rapport de force que Allaire va dire l'industrie chimique allemande est bien supérieure. Si on se lance dans la guerre des gaz, on va être complètement écrasé. Donc je ne recommande pas la guerre des gaz, non seulement parce qu'elle est criminelle et non, mais parce que nous n'avons pas les moyens. On passe à l'avant-dernière. Alors, dans l'œuvre d'Allaire, il y a vraiment un moment qui est clé, à mon avis, c'est le moment où, en tant que président de la commission des prix, il est vraiment le conseiller le plus proche d'Alexandre Mitterrand, qui est ministre de la guerre. Et en 14-15, c'est vraiment son conseiller le plus proche en tant que président de la commission. Et Allaire, moi je pense que c'est vraiment la personne qui comprend l'ensemble, parmi d'autres, l'ensemble de l'industrie chimique française, et une industrie chimique qui doit passer de la paix à la guerre. Comment on va transformer les filières? De quoi a-t-on plus besoin? Comment, si on n'a pas de benzone ni de toluène, comment on va en récupérer? Est-ce qu'il faut en faire venir d'Angleterre et des États-Unis? Bien sûr. Est-ce qu'il faut faire marcher les fours à peau et l'industrie sidérurgique? Évidemment. Ne pas négliger les nitrates, les explosifs nitratés, l'acide sulfurique. Donc, on a pour la production d'un obus peut-être 40 à 50 produits chimiques, et c'est donc une très grande compétition. Et dans cette entreprise, Allaire va être l'homme qui est le partisan de la guerre à tout prix, la guerre jusqu'au boutiste. Et là, dans son rapport avec Auguste Béal, il le dit clairement, Auguste Béal, c'est l'homme de la faculté de pharmacie qui monte un office des produits chimiques civils, et il dit il faut les benzone et toluène à la guerre. L'office pharmaceutique ne doit pas être une entrave. Donc, une attitude qui est la guerre jusqu'au bout. Et c'est quelque chose qui va le mener. Alors, on va regarder, peut-être c'est l'avant-dernière, l'avant-dernière slide, c'est les voyages d'Albin Allaire. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en 1915, donc il a 66 ans, c'est plus tout à fait un jeune homme, et c'est quelqu'un qui va visiter les industries, les différentes usines chimiques, qui va aller au plus près des procédés, et vous voyez, il fait 6 voyages et il quadrille la France. Alors, évidemment, si on regarde la carte de plus près, Angoulême, bien sûr, c'est la poudrerie, Soulon, c'est pour la cimenterie, Toulouse, c'est la grande poudrerie. Donc, vous voyez, quadrille le territoire pour donner des conseils, pour voir ses anciens élèves qu'il a placés, qui sont des chimistes industriels, soit de Nancy et de Paris, et qui remontent une industrie chimique, mais une industrie chimique de guerre. Alors, dans cet esprit qui est jusqu'au boutiste, évidemment, Allaire qui penche plutôt vers le centre droit, eh bien, va se reconnaître dans Clémenceau. Mais on est dans une autre période, on est à la période de la guerre, et donc on a une certaine admiration pour Clémenceau. Et ce qui est important, enfin ce qui est drôle, non pas important, c'est que Allaire, par exemple, à Soulon, va dans les Pyrénées. On lui propose de monter voir l'usine de Soulon à cheval. Alors c'est un peu trop, et donc finalement, Allaire prend un âne, ce qui n'a plus tout à fait la forme pour monter sur un cheval. Mais vous voyez, c'est quand même un homme qui paie de sa personne et qui paie de l'effort physique. Et ça, c'est important, et c'est aussi signe d'un caractère extrêmement fort. C'est-à-dire que moi je pense que dans les artisans de la victoire pendant la Première Guerre mondiale, Allaire a sa place.
comme quelqu'un qui pense la chimie industrielle à côté d'autres personnes et avec les alliés et avec les troupes coloniales. Voilà. Alors, dernière chose, et je pense que slide, pour Allaire, la guerre est terminée. Hein, la guerre, alors on peut lire la petite dernière, c'est la citation. À Souvron, le pays est de toute beauté et d'une fertilité extraordinaire. C'est un peu le privilège du journal. C'est-à-dire qu'on a une écriture qui peut être une écriture littéraire, des impressions et en même temps des informations. Le jour de la fête nationale a été consacré à une description à Pierre Fitt. Lui, c'est à Gavarnie en Automobile. Nous avons pris place Lord Woolton et directeur des explosifs anglais, Mauclair, directeur des poudres et moi de la première automobile, et avons rapidement franchi la distance qui sépare Pierre Fitt de Luz en passant vers les vallées les plus verdoyantes au bord du gouffre où les caves. À Luz, avons visité en passant l'église des Templiers, fûmes à Gavarnie à 10h30. À l'hôtel de Vignemal, nous fournit des chevaux pour aller faire l'expédition fongicide. Au commencement, je ne voulais pas me hasarder à faire le trajet à cheval, mais enfin, j'ai finalement une vieille pique. Et maintenant, sans encombre, c'est pas que gros chose. Donc il y a du courage, hein, il y a du caractère chez Allaire, et je pense que c'était une époque d'homme de caractère, parce que pour voilà, emporter la victoire, c'était nécessaire. Alors ce qui est intéressant chez Allaire aussi, c'est qu'Allaire ressort de la guerre extrêmement nationaliste. Hein. Le fils est tué en 1916, à partir de 16, il ne parle plus d'allemand, mais il parle que de Loche. Et il est fermement opposé à avoir des étudiants qui soient des étudiants étrangers à l'école de physique et de chimie industrielle. Il ne veut plus entendre parler. Il y a des étudiants étrangers qui viennent des Norvégiennes, qui viennent faire des thèses, etc. Mais les Allemands sont bannis de l'école, ils ont mis directeur. Et en même temps, par exemple, quelque chose qui est étonnant, c'est qu'en 1921, il accepte la vice-présidence de l'Académie des sciences sur conseil du service des poudres. Le service des poudres lui dit prenez la vice-présidence de l'Académie des sciences parce que vous pouvez encore eh bien, rendre des services. Et à ce moment-là, il n'est pas du tout dans la même démarche que Langevin. Langevin va inviter Einstein, Langevin qui est passé au Collège de France, va inviter Einstein en 1922, commence des conversations pour renouer. Eh bien, alors Einstein est suisse, hein, maintenant, et pour renouer des liens avec les Allemands, etc. Et là, Allaire est très opposé. Donc Allaire reste fondamentalement nationaliste. Alors, en conclusion, certainement un caractère, on a vu se dessiner dès le jeune âge à Nancy en tant qu'enseignant, en tant que conseiller. Et puis, moi, j'en viens un peu à Christophe Charles. Hein. C'est une ascension sociale remarquable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fils de menuisier, qui finit professeur à la Sorbonne, qui finit président de l'Académie des sciences en 1922-23. Et qu'est-ce que nous dit Christophe Charles? Il dit la chimie, c'est la discipline des hommes nouveaux. Plus de la moitié des professeurs de chimie, il a étudié le corpus parisien, sont des hommes de la petite bourgeoisie et des classes populaires. Et ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est que Catherine Koudélis et la bibliothèque a rassemblé des images, et sur l'une d'entre elles, on voit Madeleine Rama. Et Madeleine Rama a un profil extrêmement intéressant, parce que Madeleine Rama, au début, elle était ouvrière, elle a commencé à vendre des fleurs. C'est Pauline Rama. Donc, c'est à vendre des fleurs, puis a repris des études en chimie, maître de conférence, professeur de Sorbonne, si je ne me trompe pas. Donc, la chimie a permis des ascensions professionnelles extraordinaires que n'ont peut-être pas permis, qui n'ont pas été possibles dans d'autres disciplines. Peut-être que la chimie était jugée trop utilitaire. Et puis, un homme qui a dit deux choses, une recherche scientifique et en même temps une pratique de la chimie, et je dirais aussi peut-être un homme d'un très grand pragmatisme. Je vous remercie.
Merci. Merci pour ce paysage biographique très complet. Donc effectivement, Catherine m'avait demandé de, en gros, jouer le rôle du naïf. Je crois que je serais d'autant plus naïf que Catherine pense que je suis un chimiste, mais je ne suis pas un chimiste, je suis un physicien. Ah, des fois, non. Et du coup, ça nous amène effectivement, je pense, à votre dernière remarque. J'ai beaucoup apprécié dans le livre, vous avez cette expression assez jolie. Je crois que la chimie, c'est la discipline des hommes sans avoir, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment vous l'avez écrite exactement, cette expression-là. Et de fait, effectivement, je crois, enfin, disons que moi qui ne connaissais absolument pas Albin Allais avant de rencontrer Catherine dans le pouvoir il y a un mois à peu près, et donc de lire votre ouvrage, la façon dont je l'ai vu finalement, c'est de projeter notre vécu actuel et d'essayer de retrouver dans ce que nous on connaît tous les détails biographiques et les développements que vous faites dans cet ouvrage, et celui effectivement de la déconsidération de la chimie par un certain nombre d'autres disciplines. Je peux vous dire que ça existe toujours, et je le vis même au quotidien, quasiment peut-être au quotidien. C'est-à-dire que je m'enflamme un peu, mais assez régulièrement dans nos laboratoires. Enfin, chez nous, on a un laboratoire assez pluridisciplinaire. On a des chimistes et des physiciens, et je sens effectivement que cette différence reste marquée, même à l'heure actuelle. Donc ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Et je me suis demandé finalement, est-ce que vous avez une analyse de pourquoi on en est arrivé à cette façon de penser? Vous avez commencé. Moi, je pense que Christophe Charles a réglé le problème quand il a. Je pense que Christophe Charles a réglé le problème quand il a fait l'opération, puisqu'il a fait Evatel Kess, je me rappelle bien, qui avait fait ce dictionnaire biographique, a réglé le problème assez rapidement, c'est-à-dire que il a repris, il a fait une course de topographie, les archives nationales, il a repris les parents, les grands-parents, etc. Et ce qu'il laisse sous-entendre, c'est qu'il y a dans la chimie un aspect à la fois manuel et industriel. Alors manuel, les chimistes manipulent, voilà, sur la paillasse. Et puis, deuxième chose, ce sont des hommes qui, à l'occasion, passent dans l'industrie. Par exemple, il y a quelqu'un qui est assez connu, notamment parce qu'André Grelon a fait sa notice, c'est André Val, qui était un ancien élève de Haller à Nancy. Et il écrit à Haller et il lui dit bon voilà, il y a peut-être un poste qui se joue pour moi en tant que chimiste coloriste à la Société anonyme de matières colorantes et produits chimiques de Saint-Denis. Est-ce que je pourrais, à un moment ou à un autre, avoir un congé de la part du ministère de l'Instruction publique? Et Haller le guide en disant bon, écoutez, peut-être aller voir l'IA pour lui dire que ce serait bon de laisser filer cet élément. Donc c'est cet aspect à la fois manuel et en même temps mercantile, hein, on va dire. Alors évidemment, pour ceux qui ont étudié les physiciens, notamment pendant et après la guerre, les physiciens aussi sont capables de passer à l'industrie. Mais voilà quelle était l'appréciation des chimistes avant 14 et peut-être même après. Mais finalement, ça fait écho à quelque chose que j'avais constaté en lisant les notes de bas de page dans votre ouvrage. C'est-à-dire que dans les biographies très brèves que vous donnez justement des collègues, élèves, même professeurs de Haller, on remarque que très souvent, le chimiste, en gros, il y a deux carrières. Dans les années 1880, donc plus avant, il y a deux carrières pour devenir chimiste. Il y en a une, c'est d'être fils d'un petit industriel textile. Et à ce moment-là, on s'intéresse aux colorants. Et donc, on se met à faire de la chimie parce qu'on veut améliorer les procédés. Et évidemment, l'autre voie, c'est la pharmacie. Et donc, j'ai eu l'impression que
finalement, ce qui est marqué à l'époque de la LR, c'est cette transition entre une industrie un peu familiale, qui utilise la chimie de façon empirique, comme vous l'avez dit, vers une industrie d'une ampleur un peu autre, et qui justement devrait s'appuyer plus, avec notre vision actuelle des choses, sur des développements scientifiques un peu aboutis, et qu'on trouve une certaine résistance de la part de ces industriels par rapport à cette démarche, comme vous l'avez illustré justement. Alors, je pense qu'il y a trois choses. En revenant à ce que disait Catherine Cornelis sur les chimistes et l'Alsace, ce qui est très intéressant, et Hervé Joly avait travaillé dessus, c'est par exemple des chimistes comme les frères Fossard, qui sont diplômés dans les années 1885-1890, qui sont alsaciens, et qui, bon, la première chose, ils n'ont pas tellement envie de faire carrière en Allemagne ou de faire leur service en Allemagne, et donc jouent la carte internationale. Les frères Fossard sont en Russie, à Moscou, et sont coloristes dans les usines Serpukhov, usines qui ont des centaines, voire des milliers de personnes. Donc vous avez ce tropisme alsacien avec des gens qui parlent français, allemand, après vont parler le russe, et qui sont capables de franchir des frontières. Première chose. Deuxième chose, il y a quelque chose qui se joue à la fin de la carrière de LR, c'est que ces élèves ou ses proches vont arriver à avoir dans les années 20-25 des postes de directeur scientifique dans l'industrie. Alors c'est par exemple le cas de son filleul, Henri Gault. On parlait parle beaucoup de Marguerite Malek, c'est-à-dire de la famille Gault, qui l'a aidé en Alsace dans la pharmacie, dont le fils Gault est nommé parallèle à Strasbourg à l'Institut français de la chimie du pétrole, puis dirige la recherche de ce qui va devenir en 1928 Ronde-Poulain. Donc il y a quand même une évolution qui va se passer. Voilà, c'est les deux points qui me semblaient. Alors, si on revient sur les Alsaciens, après 1917, en Russie, très souvent, l'aventure internationale s'achève. On revient en France. Justement, cette évolution trouve son parallèle dans l'évolution des institutions, justement. Enfin, c'est même un moment où on développe des institutions au niveau étatique. Enfin, cette transition dont on parle, d'une industrie un peu familiale dans une industrie libérale, efficacement empire, etc., où ensuite suite dans des développements donc, industriels dont on parle, et aussi en parallèle de ça, dans les institutions d'enseignement et de recherche. Et c'est ça qu'on voit. Enfin, l'impression que l'on a à l'écoute de votre ouvrage, c'est que justement, lui, par son espèce de tropisme vers l'Allemagne, vous l'avez mentionné un peu, mais en vous lisant, on a l'impression que chez lui, c'est une obsession. Et c'est probablement, j'imagine, sa connaissance justement fine de l'Allemagne, de son passé alsacien, et qui l'amène à faire ces propositions sur l'enseignement. Et ce qui m'a frappé, moi, quelque chose qui est extrêmement moderne, c'est vraiment le fait qu'on a besoin d'une compréhension scientifique fondamentale pour proprement développer des procédés industriels de façon efficace. Et ça, c'est une question que je défends moi personnellement depuis de nombreuses années. On travaillait pour Saint-Gobain d'ailleurs, entre autres. Et donc pour moi, il n'y a pas de dichotomie entre effectivement une recherche de nature fondamentale et une recherche plus finalisée. Et c'est quelque chose que visiblement il essaye de défendre, et contre finalement deux groupes. Un groupe, vous en avez parlé aussi, c'est le chef d'industrie qui ne veut pas développer de laboratoire dans son établissement, et l'autre groupe que vous mentionnez, je crois que vous l'avez
moi, mise en avant dans la présentation, mais mentionnée dans l'ouvrage, c'est l'homme de science dans sa tour d'ivoire et qui refuse de mettre les mains dans le cambouis. Bah oui, stylé. Et lui, vraiment, se positionne à cette interface-là. Et j'ai eu l'impression aussi que le développement du laboratoire de chimie de Nancy, qui est quelque chose d'exceptionnel à l'époque, alors probablement modélé, j'imagine, sur des choses dont il a entendu parler, qu'il a vu en Allemagne, que ça, c'est quelque chose presque révolutionnaire à l'époque dans ces interactions entre une recherche de nature plus fondamentale et une industrie qui est en train de se développer. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est que c'est quand même un homme qui se déplace en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément l'attendre, il n'est pas forcément là où on l'attend. Et si on replace dans son contexte, il n'est pas le seul à dire l'Allemagne nous dépasse. Vous avez Cambon qui publie beaucoup de choses sur l'Allemagne du travail. Vous avez Le Chazonnier aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a un modèle allemand qui réussit, et puis il y a un modèle allemand qui est mis en avant pour faire plier le ministère de l'Instruction publique devant les industriels en disant investissez là. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce que vous dites sur Nancy est très intéressant, ça apparaît comme quelque chose de novateur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, à l'école de SPCI, on s'aperçoit qu'à l'âge, il fait des petits. C'est-à-dire qu'il y a des courriers après la guerre où, en Roumanie, on dit, eh bien, on va moderniser nos institutions, et ces institutions, on les modernise en prenant l'Institut chimique de Nancy comme modèle. Donc, vous voyez, il se rejoue des rapports qui sont quasiment aussi des rapports politiques. Parce que la Roumanie, partie de la petite entente, avant la petite entente, il s'agit de controverses. Peut-être pour élargir le débat, peut-être on peut donner la parole dans la salle pour faire venir. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des commentaires? En fait, je crois qu'on retrouve le modèle allemand et le modèle français qui étaient bien différents. Donc, en fait, le modèle allemand est ce qu'on appelle le modèle Humboldtien pour les universités, où en fait, l'université s'appuie sur la recherche. Et effectivement, c'est la bonne solution, puisque je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, c'est la solution qu'adoptent toutes les universités prestigieuses actuellement. Et c'est aussi le modèle ramené par les Alsaciens, parce que effectivement, fini la guerre en étant vraiment très opposés aux Allemands, mais ils récupèrent complètement leur modèle d'éducation. Le modèle de Nancy, alors il bénéficie de financements supplémentaires, ça a été à faire une cohésion, comme vous l'expliquez, de plusieurs, de l'État, de l'industrie, etc., et de la région, mais aussi il associe systématiquement la recherche et l'application d'ailleurs. Donc il veut qu'on ait un enseignement à la fois pratique et fondamental. Et ça, c'est différent en France à l'époque, parce qu'il y avait donc plutôt un enseignement basé sur des pairs qui n'étaient pas très proches de la recherche. Et on voit très bien dans le modèle de l'école de SPCI, les Alsaciens prônent justement un modèle basé sur la recherche avec les travaux pratiques faits dans les laboratoires de recherche. Donc les deux choses sont syndicales. C'est la France qui est en retard, c'est dit par plusieurs, et la France aussi va faire quelque chose d'un peu compliqué avec une université qui n'avait pas beaucoup de recherche au début, va créer des grandes écoles, enfin des écoles qui vont essayer de réparer ce problème de recherche à certains endroits, et on a actuellement en fait encore ce débat où on comprend que c'est le bon modèle, mais on a quand même des articulations entre les universités, les centres de recherche et les grandes écoles qui sont en train d'évoluer. Et donc, c'est vraiment l'héritage de ça qui est intéressant. Quand on lit Allaire ou d'autres au début
du siècle, il y a vraiment l'impression, en tant que professeur à la Sorbonne, l'impression qu'il est harassé par les examens. C'est-à-dire qu'il faut corriger, il faut faire passer les certificats de licence, c'est pas ça pour aller, c'est vraiment une vraie, parce que dès que je ne suis pas dans les laboratoires, donc voilà, vous avez des tâches qui sont enseignantes et des tâches qui sont extrêmement longues. Et la deuxième chose, c'est la remarque qui m'avait été faite dans une rencontre franco-allemande, et organisée par l'Institut d'histoire allemand il y a quand même assez longtemps, et l'école également avait dit, mais le but de l'université allemande en formant des docteurs n'est pas forcément, et loin de là, de former des docteurs universitaires. C'est-à-dire qu'on forme des docteurs qui vont vivre leur vie et qui vont aller travailler dans l'industrie. Et là, en ce sens, c'est complètement différent. Et Pas ici. Alors, à l'époque, Pas ici, mais à l'époque, le doctorat, alors oui, il y a des Alsaciens, Nancy va obtenir le fait de pouvoir décerner le doctorat à l'université, mais des chercheurs en entreprise qui ont un doctorat en France, extrêmement rare. C'est-à-dire ici, ce n'était pas du tout la politique. Non. Ils ne voulaient pas que les élèves fassent la thèse, parce que quelqu'un qui faisait la thèse ici à l'époque, quand je parle, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était perdu pour l'industrie. C'était quelqu'un qui allait faire la carrière universitaire, académique, et perdu pour l'industrie. Et ça, c'était contre la vocation de l'école, la mission de l'école. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. On est fiers que les élèves continuent pour faire une thèse, ce qui montre qu'il y a quand même une transformation aussi dans la mission de l'école, mais qui vient peut-être d'une transformation aussi de la société, telle que la société. Je pense que si on peut même élargir un peu la perspective. Si on fait la comparaison France-Allemagne et qu'on parle de doctorat, je pense qu'il faut se rappeler que beaucoup d'hommes politiques allemands essayent de se prévaloir d'un doctorat en tant qu'homme politique, parce que ça hausse leur image, voilà, avec des moyens plus ou moins honnêtes pour les obtenir. Donc le prestige du doctorat en Allemagne, absolument rien à voir avec. On n'imaginerait pas un homme politique français chercher par tous les moyens d'obtenir un doctorat pour pouvoir le mettre sur son affiche. Donc, Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quand même de travailler sur les archives qui sont très riches de l'école, et les archives soit de l'école, soit les bulletins des alumni. Et si on reprend, comme l'a fait notamment Julie moi-même, les anciens élèves, on voit que dans les années 1910-1920, vous avez des gens qui sont peinent, énormément de gens de l'école municipale qui peinent à trouver des emplois dans la chimie. C'est-à-dire qu'ils sont formés soit en chimie, soit en physique, et on les retrouve, je ne vais pas dire partout, mais on en retrouve quand même relativement limité. Ce qui veut dire que l'industrie chimique française n'est pas capable de fournir suffisamment d'emplois. Est-ce qu'ils ont de la difficulté à trouver des emplois dans la chimie, ou c'est quand même une école de physique-chimie? En fait, on fait un peu plus de physique, mine de rien. Et il y a vraiment, en fait, le passé assez glorieux a été vraiment pas début par la physique quand même. Donc, est-ce qu'en fait, c'est la diversité qu'on trouve encore maintenant n'est pas juste la règle du fait que c'est une école de physique-chimie, on n'est pas chimie pas? Certes, mais regardons un peu Saint-Gobain. Saint-Gobain, en 1900, alors fait quand même la grande entreprise chimique, même si finalement ce qu'elle produit sont des produits relativement simples, à produire de l'acide sulfurique, de la soude, évidemment du contrôle en termes de glace, mais comme mission, vous n'en trouvez pratiquement pas, vous avez des politiciens. Donc il y a aussi des castes. Mais est-ce qu'ils avaient du mal à se. J'en termine. Il y a quand même des castes qui font et des filières de recrutement où il y a des filières. Alors, par exemple, ces filières, on va les retrouver en Russie. C'est-à-dire que les chimistes alsaciens vont dire bon, les gars de l'école de Nancy ou de l'école de Mulhouse, on va les prendre. Et donc, la combinaison, elle n'est jamais
elle est en construction, à mon avis. On parle aussi d'un système de réseau. Oui, dans le réseau, ça déjà. Pour changer, peut-être parler un peu d'autre chose. Je peux intervenir sur la même chose. On parle de la chimie, de Haller. Il était directeur 1905-1925. À la même époque, qui était son directeur des études? Un certain Paul Langevin. Et moi, je suis assez frappée, mais je me pose toujours des questions. Ce sont quand même deux personnes qui sont très différentes. Très différentes et qui ont coexisté à la direction de l'école. Bon, et ce serait intéressant de faire ce parallèle. Malheureusement, comme ils se voyaient tous les jours dans les bureaux, il n'y a pas de correspondance. Donc, on ne sait pas vraiment, on peut pas c'est difficile de savoir ce que pensaient les uns des autres, s'ils étaient d'accord, pas d'accord, etc. dans le quotidien. Hein. Et ce serait intéressant de faire ce parallèle. Et je pense, par exemple, tu en as parlé, tu as dit que tu as parlé de nationalisme de Haller. Et c'est à la même époque, Langevin fait inviter Einstein au Collège de France en 1922 pour donner des conférences, etc. Mais ce nationalisme de Haller, donc, comme tu as dit très justement, il vient peut-être aussi de ce qu'il a été frappé, durement frappé par la mort de son fils, et ce n'était pas comme ça avant. Il y a peut-être une transformation chez lui, parce que même pour les étrangers, par exemple, il y a la question de l'admission d'élèves étrangers à l'école, avant la guerre, et Haller était pour. Haller voulait ouvrir l'école aux étrangers. C'était les autres membres du conseil d'administration qui sont posés. Alors, finalement, j'ai des mots assez durs en conclusion pour Haller, parce que Haller, c'est quelqu'un qui est espérantiste, et c'est quelqu'un qui va œuvrer à la création d'associations internationales de chimie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est partisan de relations internationales, quelqu'un qui voyage, qui va en Russie. C'est aussi un capitaliste, hein. C'est quelqu'un qui investit dans les sociétés allemandes, dans une société de l'Eldorado. Donc, c'est un homme, alors c'est ce que dit Sylvain Berger, un homme de la première mondialisation. C'est un investisseur, c'est quelqu'un qui voyage, voilà. Et c'est un espérantiste. Sur l'affaire Dreyfus, je ne sais pas du tout ce qu'il en pense. Après, quand Barès meurt, il voue une certaine admiration. Voilà, c'est très, très, très fin. Il y a peu de choses sur ses opinions politiques. Mais après la guerre, il y a quand même partisan d'aucune relation avec les Allemands. Et donc, il y a un peu, d'une certaine façon, moi je pense qu'il y a un peu un effondrement de l'idéal. L'idéal d'une science internationale, de relations avec les collègues. Et bon, il décède en 1925, c'est un peu aussi un moment de rapprochement, c'est le pacte de Locarno. Donc, côté Haller, il y a quelque chose qui s'est passé, une transformation, peut-être un reniement à certains idées. Il faut quand même aussi dire les choses. Je trouve qu'il peut-être dans votre analyse, on pourrait rajouter le fait que, étant alsacien, c'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert de la guerre avec l'Allemagne. Il y a eu, c'est quand même la zone qu'on a vue où il vivait a quand même été occupée par l'Allemagne à plusieurs reprises. Donc on ne peut pas faire l'économie de cet aspect-là sur, au-delà de la perte de son fils, effectivement, qui est mort comme aviateur, qui a été abattu par les Allemands. Et il y a aussi tout cet aspect culturellement qui n'est quand même pas anodin. Alors, moi, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une situation financière qui se dégrade très fortement pour Haller. C'est-à-dire que les actions russes, complètement
comme pour tous ceux qui ont des emprunts russes. Bon, ouais, il n'en reste rien. Et puis, en 1922-23, alors, dès 1919, il revient en Alsace, s'inquiète de ses titres. Mais récupérer des titres allemands, c'est pas facile, et les récupère en 22-23. C'est la période de très grande inflation. Les titres BASF qui vont être convertis en francs, lui, ne doit pas en rester grand-chose. Donc, c'est un peu ce que dit Gabriel Galvez-Béard, hein, le scientifique français, comme tout scientifique, ne vit pas simplement de sa pensée. Il est en recherche de crédit. Donc, vous voyez, moi, je suis persuadé qu'il fait des analyses à Nancy, il fait venir des livres, il dépose des brevets. Et donc, c'est la question de l'aspect matériel de la science. Il faut un laboratoire, il faut des aides. En 1922, il travaille pour la Compagnie nationale des matières colorantes. Donc, c'est compliqué de faire de la recherche, surtout dans un État en 22-23, qui n'est pas riche, qui pense que l'Allemagne paiera et qui, finalement, l'Allemagne ne paie pas. Il paie très peu. Donc, il y a des conditions qui sont difficiles. Et les conditions de la recherche aussi sont des conditions difficiles et très florissantes. J'avais juste, alors on change totalement de sujet à ce moment-là, j'avais juste une question qui émerge à la lecture de votre livre et qui est ce qui n'est pas écrit dans le livre. Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas et sans doute j'en comprends la raison, c'est quelle est la chimie qu'il faisait. Il a quand même été proposé pour le prix Nobel à plusieurs reprises, je crois. Donc il a dû faire une chimie quand même intéressante pour ça. Et vous n'en parlez pas du tout. C'est finalement, c'est plus l'entrepreneur, le bâtisseur d'institut, et le préfet Calmont qui est beaucoup dans son laboratoire. Donc, oui, alors en termes de recherche. Son apport porte sur la chimie du camphre. Hein, et c'est essayer de trouver une synthèse du camphre sur laquelle il trouve une synthèse qui est une synthèse partielle. C'est une de ses thèses, puisqu'il y a une thèse de médecine, une thèse de pharmacie, une thèse de science et une thèse de pharmacie. Donc il y a tout un tas de travaux sur le camphre, qui sont souvent des travaux qui sont publiés, et ça je le note dans mon livre, en coopération avec ses élèves, sur la question du prix Nobel. Lui dit, probablement à raison, quoique c'est peut-être un peu injuste, de dire le prix Nobel est aussi une entreprise où vous avez un certain nombre de personnes qui vont porter auprès du comité Nobel à Stockholm, bien et promouvoir un certain nombre de mots. Et dans cette entreprise, et ce qu'ont montré un certain nombre de chercheurs britanniques ou américains, c'est-à-dire que les liens entre la Suède et l'Allemagne sont extrêmement forts et la France passe au deuxième. Bon, l'Académie Nobel n'a jamais répondu, j'ai pas pu j'ai pas archives n'ont pas été ouvertes pour répondre à cette question. Donc, c'est le camphre, les alcools aussi, un certain nombre de choses extrêmement diverses. Ça marche ici. Et pour dire un mot sur aller à l'école, il faut peut-être rappeler aussi que c'est celui qui a conduit toutes les négociations pour la reprise des travaux et l'achèvement de la construction de l'école. Puisque quand il a pris en 1905, il est arrivé à la direction de l'école. L'école était de l'autre côté de la rue Lomont, n'était pas ici. Ici, comment dire, les laboratoires ici de physique seulement venaient d'être ouverts et il a fait sa première entrée en 1905 au moment où ouvrait ici le nouveau laboratoire de physique. Et le laboratoire de chimie était toujours resté de l'autre côté. Le laboratoire du directeur, donc de Alès, il était de l'autre côté, il n'était pas ici.
Et c'est lui qui a conduit donc il restait toute l'aile qui est de la rue Pierre Brossolette Erato, qui était à construire, qui restait à construire. Et c'est lui qui a mené les négociations pour obtenir les crédits, etc., avec la ville de Paris, pour l'achèvement de l'école. Et c'est là que tu as bien rappelé qu'il avait voulu que l'école soit construite en dehors de Paris. Parce qu'il avait envie de grands laboratoires, il concevait le laboratoire comme une usine, etc. Et après, il a vu que ce n'était pas possible. Donc là, c'est peut-être aussi, mais il n'a pas pu faire ici ce qu'il avait fait à Nancy. Il pensait pouvoir le faire, il n'a pas pu le faire en fait, ici. Nous pourrons continuer la discussion peut-être tout à l'heure. Cette soirée était organisée aussi avec les alumni. Donc, le président, M. Sylvain Gila, il est là et je crois qu'il a une chose à vous dire. Et moi, avant de terminer, je voulais remercier aussi ma collègue Hélène Bassin qui nous a beaucoup aidé pour mettre en place l'organisation et également nos équipes techniques qui sortent des 3 journées vraiment non-stop et très fatigantes parce qu'il y a eu 2 grands événements de l'école qui précèdent lundi, mardi et aujourd'hui, mercredi. Donc, ils ont vraiment, je les remercie. Voilà. Merci à vous. Je vais faire un petit mot de conclusion très rapide parce qu'on a un petit buffet qui nous attend. Donc, moi, c'est Sylvain Gila, président de l'association des anciens élèves. Et donc, 2 choses qui me frappent. La première, c'est que finalement, Baller, c'était un homme un peu laborieux, à la fois dans sa vie, mais aussi dans ses entreprises, parce qu'il cherchait de l'argent, il a réussi pour certaines choses, mais il échouait pour d'autres. Et en fait, ce côté laborieux était un peu aussi une particularité, j'allais dire, de l'école des anciens élèves et des élèves, puisque les élèves à l'époque de la Première Guerre mondiale avaient une petite gazette que notre camarade André-Pierre Legrand, qui est ici de la 73e promotion, a analysé et écrit sur cette petite gazette des élèves pendant la Première Guerre mondiale dans 2 bulletins. Et dans cette gazette, on entend souvent le mot de gadouilleur, qui est une image assez particulière et qui marque les débuts de l'école, qui étaient des débuts quand même difficiles par rapport en particulier, tu en parlais des bâtiments. Voilà. Et on a vu dans les diapos le délabrement des bâtiments. Et encore, voilà. On n'a pas tout. On n'a pas tout. Voilà. Et donc finalement, c'est quelqu'un vraiment qui est assez représentatif de l'école. Et puis le deuxième point très rapide, c'est que on voit bien aussi l'importance d'avoir des archives, parce que toutes ces images, toutes ces photos, tous ces textes, ces messages qui nous parviennent aujourd'hui, ben c'est parce qu'ils ont été conservés par d'autres avant nous, des gens comme Catherine, Hélène, merci. Voilà. Merci beaucoup merci beaucoup à la famille d'Albert Lair, parce que si on a ces documents, c'est les 46 boîtes qui ont été transférées ici. C'est vraiment une grande masse d'archives. Voilà. Ouais. Si on n'avait pas ça, ce livre, il aurait fait la moitié des pages. Voilà, en tout cas, c'était les 2 seuls messages que je voulais laisser conclure. Merci encore Catherine, merci à vous pour le présent. Merci. Tu n'as pas dit que c'est les 140 ans? Alors oui, donc effectivement, l'école a été fondée en 1882 dans des bâtiments qui étaient juste de côté de ce qui est maintenant la rue Pierre Brossolette, mais qui n'existait pas à l'époque. Et l'association des anciens élèves a aussi été fondée probablement là-bas par la première promotion en 1885. On a la chance d'avoir le procès-verbal du premier conseil d'administration de l'association qui est daté du 31 octobre 1885, donc il y a exactement 140 ans. Et donc nous allons célébrer le 5 décembre nos 140 ans, justement,
là où se trouvaient les bâtiments d'école dans nos racines. Voilà, et nous avons toute une petite partie historique. On va avoir un témoignage de la petite fille de notre fondateur et de la petite fille de Pierre-Marie Curie. Voilà. Mais on va aussi se projeter vers l'avenir et envisager les 140 prochaines années de l'école et de l'association. Voilà. Et en fait, je parlais des archives tout à l'heure, mais en fait, il faut aussi réaliser, c'est important pour nous, que la documentation de notre époque est importante pour le futur. Merci beaucoup, Eric, de ta présence. Merci beaucoup, Étienne, de ta contribution et des questions.